Ma femme travaillait comme gérante d'une boîte de nuit. Oui, il y avait certains risques. Mais je les acceptais. Et nous nous en sortions plutôt bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de la rejoindre après la fermeture de la boîte. Et là, la vérité brutale m'a frappé. Son club était fermé, et elle n'était pas là. Alors, je suis devenu une sorte de détective. Je l'ai suivie et je l'ai surprise en train de me tromper lors de soirées privées. C'est ainsi que mon histoire d'amour s'est terminée. Comment j'ai réagi, vous demandez? De manière claire, froide et sans compromis. Je ne lui ai laissé aucune chance. Et quand tout fut fini, elle n'avait plus rien. Mais 1 an plus tard, le destin m'a remis en contact avec elle. Et ce qu'elle m'a dit m'a choqué. Attachez vos ceintures. Ça va commencer. J'avais 28 ans quand tout cela a débuté. Elle en avait 26. Nous étions mariés depuis 1 an et demi. Si vous nous aviez vus à l'époque, vous auriez probablement pensé que nous étions l'un de ces couples qu'on voit sur Instagram. Ceux qui prennent des photos floues sous des néons et qui semblent tout droit sortis d'un clip vidéo. Nous nous sommes rencontrés dans une discothèque, oui, une vraie. C'était bruyant, moite, et rempli de gens dansant pour évacuer leur semaine de travail comme si c'était une religion. Je ne voulais même pas y aller ce soir-là. C'est mon ami Julien qui m'a traîné dehors. Il disait que je devenais trop mou à travailler de chez moi, à passer trop de temps à monter des vidéos et pas assez à vivre. Je n'avais même pas fini mon premier verre quand je l'ai vue. Sophie. Cheveux noirs longs, bottes hautes, et un sourire qui semblait tout droit sorti d'une pub pour des ennuis. Elle s'est tournée, et quand ses yeux ont croisé les miens à travers la brume de lumière et de sueur, j'ai juré avoir oublié mon propre nom pendant 1 seconde. Elle est venue vers moi en premier. « Salut », a-t-elle dit, envie de danser, avec un sourire doux. « Pourquoi pas », ai-je répondu. Nous avons dansé comme des fous. Sauvages, libres, avec cette joie insouciante qu'on ne ressent que quand on ignore à quel point les choses peuvent faire mal plus tard. Ce soir-là, nous avons discuté jusqu'au lever du soleil. Sur un banc devant le club, chaussures à la main, adossée contre un mur de briques. Elle m'a raconté qu'elle travaillait comme réceptionniste et assistante administrative dans ce même club. Pas glamour, mais elle aimait l'énergie, les gens, l'ambiance. Je lui ai dit que je travaillais de chez moi, montant des vidéos, gérant des projets de réseaux sociaux et des contrats en freelance pour des marques. Sur le papier, nous étions opposés. Elle, c'était la vie nocturne. Moi, l'éclat des écrans et la caféine. Mais ça fonctionnait. Les 6 mois suivants, nous étions électriques. Repas à emporter tard le soir, virée spontanée en voiture, playlist à fond en boucle, danse sur des parkings. Pas de dispute. Pas même un moment de pause pour réfléchir. C'était comme si nous consumions le temps à toute vitesse, avec les 2 bouts de la chandelle allumés. Ça semblait parfait. Trop parfait, peut-être. Je l'ai demandé en mariage sur le parking d'un petit bistrot où nous avions pris notre premier petit déjeuner sobre ensemble. Rien d'extravagant, un café bon marché, crêpes, et une bague en plastique achetée dans un distributeur pour plaisanter. Elle a pleuré quand même. A dit oui la bouche pleine d'œufs. M'a dit que je lui faisais sentir que la vie réelle n'était pas si ennuyeuse après tout. Nous nous sommes mariés à la mairie 3 semaines plus tard. Pas de grand mariage. Pas de robe blanche. Juste elle en combinaison noire, moi dans ma plus belle chemise, et quelques amis près de la porte. Mes parents nous ont donné la maison familiale trop grande pour eux désormais, ils partaient vivre dans un chalet près d'un lac. Cette maison avait du caractère. Plancher qui grinçait, interrupteur jauni, et une cheminée qui ne marchait jamais vraiment. Mais elle était à nous. Sophie a gardé son boulot à la boîte de nuit. Moi, je restais scotché à mes écrans, prenant plus de travail que je n'aurais dû. J'avais faim de construire quelque chose au gagné, subvenir à nos besoins, faire de cet endroit un vrai foyer. Nous ne parlions pas beaucoup en semaine. Elle travaillait de nuit, rentrait tard. Parfois, j'entendais la porte s'ouvrir vers 4 ou 5 heures du matin. D'autres fois, je me réveillais et la trouvais déjà endormie, enroulée dans une couverture, sentant le parfum et la brume des boîtes de nuit. Je ne posais pas de questions. Je ne voulais pas être le type jaloux. Je pensais que nous étions juste 2 personnes qui bossaient dur, faisant ce qu'il fallait. Je croyais que c'était ainsi que fonctionnait l'amour adulte. On travaille, on se repose, on fait confiance. Et pendant un temps, je lui faisais vraiment confiance.
Elle rentrait fatiguée mais souriait quand je lui apportais un café. Parfois, elle entrait dans la cuisine pieds nus, fredonnant une chanson du club. D'autres fois, elle s'effondrait sur le canapé, enlevait ses talons et disait « Les gens sont fous, chérie. Tu ne croirais pas ce que je vois. » Je la croyais. Pourquoi pas? C'était ma femme. Ma femme sauvage, belle, magnétique. Mais vous savez ce qu'on dit du feu, il peut vous réchauffer, ou il peut réduire toute votre maison en cendres. Et moi? J'étais trop occupé à regarder les flammes pour remarquer que le sol sous mes pieds se transformait en cendres. Ça a commencé comme n'importe quelle autre nuit. J'étais dans mon bureau à la maison, montant une série de vidéos pour un client qui les voulait pour le matin. Une de ces deadlines serrées qui vous font perdre la notion du temps. J'avais de la musique en fond, 2 mugs vides sur le bureau, et cette brûlure familière derrière les yeux quand on fixe un écran trop longtemps. Je me souviens avoir jeté un œil à l'horloge, il était presque 4h30 du matin. Sophie n'était toujours pas rentrée. Ce n'était pas inhabituel. Son boulot au club la retenait tard parfois, surtout le week-end quand la foule devenait agitée. Elle m'avait déjà dit qu'elle restait après la fermeture pour aider à ranger, faire l'inventaire, parfois de la paperasse. J'avais toujours cru ce qu'elle disait. Sans même y réfléchir à 2 fois. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Peut-être à cause du silence de la maison. Peut-être à cause des tic-tac de l'horloge, plus fort que d'habitude. Peut-être à cause de cette petite voix dans ma tête qui disait « Va vérifier ». Alors, je l'ai fait. J'ai fermé mon ordinateur, pris mes clés, et décidé de lui faire une surprise. Je pensais peut-être la récupérer. Les routes étaient désertes, avec ce calme qui n'existe qu'entre la fin de la nuit et le petit matin. Le brouillard commençait à s'installer, collant au bitume. Je suis arrivé au club vers 4h45, je me suis garé de l'autre côté de la rue. Et l'endroit était plongé dans le noir. Pas juste calme ou en train de fermer, vraiment fermé. Lumières éteintes. Musique arrêtée. Porte verrouillée. Aucun mouvement à l'intérieur. Je suis resté là 1 minute, perplexe. Je pensais peut-être être arrivé trop tôt. Peut-être qu'elle était encore à l'intérieur, en train de finir. C'est là que j'ai remarqué un groupe de gars un peu plus loin dans la rue. Ils semblaient terminer leur soirée adossés contre un mur, partageant une bouteille dans un sac en papier, riant fort comme seuls les gens ivres le font à la fin d'une nuit de fête. Je suis sorti de la voiture et je me suis approché. J'ai essayé de paraître décontracté. « Salut », ai-je dit, « le club est déjà fermé ?» L'un d'eux m'a regardé, les yeux vitreux, et a hoché la tête. « Ouais, mec. Ils nous ont virés il y a 1 heure. T'arrives juste ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête, fait un sourire crispé, et je suis retourné à ma voiture. C'est à ce moment précis que mon estomac s'est noué. Le club était fermé depuis 1 heure. Elle n'était pas là. Où était-elle? Je suis rentré lentement, essayant de chasser les pensées de ma tête. Peut-être qu'elle était partie manger avec des collègues. Peut-être que quelqu'un avait besoin qu'on le raccompagne. Peut-être qu'elle aidait une amie. 1 million d'excuses défilaient dans mon esprit. Toutes sonnaient faux. Toutes semblaient fausses. Je me suis garé dans l'allée juste après 5h20. La lumière du Porsche était encore allumée. Je suis resté dans la voiture un moment, fixant la porte d'entrée, essayant de décider quoi dire quand elle rentrerait. Devais-je demander? Faire comme si je n'avais rien remarqué? Je n'ai pas eu le temps de décider. À cette heure précise, une clé a tourné dans la serrure. Elle est entrée doucement, comme si elle essayait de ne pas me réveiller. Elle portait les mêmes talons noirs qu'elle mettait toujours pour le travail. Cheveux un peu en désordre. Maquillage légèrement estompé au coin des yeux. Elle semblait fatiguée mais pas du genre de fatigue qu'on a après avoir géré des clients. Toute son attitude était différente. Je ne peux pas l'expliquer précisément. Mais quelque chose clochait. Elle a enlevé ses chaussures et s'est dirigée directement vers la chambre. Je me tenais dans le couloir, adossé au mur, bras croisés. « Salut », ai-je dit, gardant une voix neutre. « Tout va bien ?» Elle a sursauté légèrement, comme si elle n'avait pas réalisé que j'étais réveillé. « Oh », a-t-elle dit, repoussant ses cheveux derrière son oreille. « Ouais. Juste une longue nuit. On a eu des VIP tardifs, et l'endroit était bondé. » Elle ne m'a pas regardé dans les yeux en disant ça. J'ai hoché la tête lentement.
Vraiment? Elle a enlevé sa veste et l'a jetée sur une chaise. On n'a pas fini de fermer avant presque 6 heures. Je suis crevé. J'avais envie de lui dire que j'étais allé au club. Que je l'avais vu sombre et vide. Que j'avais parlé à ces gars dehors. Que je savais qu'elle mentait. Mais quelque chose m'a retenu. Je l'ai juste regardé marcher jusqu'à la salle de bain, fermer la porte, et ouvrir le robinet. Je me suis assis au bord du lit, fixant le sol. Quand elle est sortie, elle a marmonné quelque chose à propos de Needing Repos et s'est glissée sous les couvertures. Je ne l'ai pas rejointe. Je suis juste resté là longtemps, l'esprit en ébullition. C'était la fissure. La première vraie fracture. Elle ne m'avait jamais menti avant ou si elle l'avait fait, j'étais trop aveugle pour le voir. Mais ce mensonge-là? Il n'était pas petit. Il n'était pas innocent. Il était enveloppé d'excuses, caché derrière des yeux fatigués et un parfum de soirée. Quelque chose n'allait pas. Et à partir de ce moment, je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas accusé ni exigé. À la place, j'ai commencé à observer. Silencieusement. Attentivement. Parce qu'une fois qu'un mensonge passe à travers les fissures, la vérité n'est jamais bien loin. Au cours des semaines suivantes, un schéma s'est dessiné. Toujours le même. Le vendredi soir, elle se préparait pour le travail comme si de rien n'était. Robe noire moulante. Talons qui claquaient comme une horloge sur le parquet. Maquillage charbonneux. Cheveux coiffés avec l'effort qu'elle réservait habituellement à nos soirées en amoureux. Je restais dans mon bureau, faisant semblant de me concentrer sur mon travail, la regardant sortir par la porte avec la même routine à chaque fois. Elle rentrait au lever du soleil. Toujours le vendredi. Parfois le samedi aussi. Mais surtout le vendredi. Les « soirées chargées », comme elle les appelait. Quand je lui demandais comment ça s'était passé, elle disait toujours la même chose, longue nuit. Foule dingue. VIP. Impossible de partir avant que tout soit fermé. Mais ses yeux fuyaient. Sa voix semblait répéter. Alors, j'ai fait un plan. Je suis allé en ligne et j'ai commandé quelques trucs. Rien d'extravagant. Juste de quoi commencer à obtenir des réponses. D'abord, j'ai acheté une caméra. Assez petite pour tenir dans un sac à dos ou être glissée dans un coin de ma voiture. Je ne voulais pas le faire, mais je ne voulais pas qu'on me mente non plus. Ensuite, j'ai pris des vêtements sombres sweat à capuche, pantalon cargo, chaussures à semelles silencieuses. Je ne voulais pas me faire remarquer. Si j'allais la suivre, il fallait que je me fonde dans la masse. Je ressemblais à n'importe quel gars en ville essayant de passer inaperçu. Ça me convenait parfaitement. Enfin, j'ai commandé un petit porte-clés avec spray au poivre. Un de ces gadgets de défense vendus pour les coureurs ou les marcheurs nocturnes. Je ne m'attendais pas à des ennuis, mais on ne sait jamais. Si j'allais me cacher dans l'ombre pour surveiller la femme que j'avais épousée, je voulais quelque chose pour me protéger. J'ai tout gardé pour moi. Je n'en ai parlé à personne. Pas même à Julien, qui me connaissait depuis qu'on était gamin et qui pouvait lire mes humeurs comme un livre. À la maison, je faisais comme si rien n'avait changé. Je cuisinais le dîner quand je pouvais. Je pliais le linge. Je demandais comment s'était passé l'angle de la journée, même quand je m'en fichais de la réponse. J'avais besoin qu'elle pense que je lui faisais confiance. C'était la partie la plus dure. Faire semblant. Sourire. La regarder boire son café de l'autre côté de la table de la cuisine comme si elle n'avait pas construit un mur entre nous en l'appelant « travail ». J'ai commencé à tout noter. Date. Heure. Ce qu'elle portait. Ce qu'elle disait. Quand elle partait. Quand elle rentrait. Son apparence. Son attitude. J'avais un petit carnet caché dans le garage, derrière les pots de peinture, là où elle ne regarderait jamais. Ça semblait parano, mais ça m'aidait à rester concentré. Organisé. Vendredi après vendredi, le schéma ne changeait pas. Toujours de retard. Toujours de retour à l'aube. Toujours avec une excuse vague. Et moi? Je restais là comme un fantôme dans ma propre maison, à attendre. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça éternellement. L'attente, les doutes, les suppositions. Ça me rongeait de l'intérieur.
Je ne bossais plus correctement. Je touchais à peine ma caméra. Les clients devaient m'envoyer 2 emails avant que je réponde. J'avais la tête ailleurs. C'est dur de se concentrer quand chaque partie de votre cerveau hurle que quelque chose cloche, et que vous essayez juste de tenir les morceaux ensemble assez longtemps pour le prouver. Alors, j'ai entouré une date sur le calendrier. Un jeudi soir. Ce serait la première fois que je la suivrais. Je me suis dit que je ne faisais pas ça par rancune. Je ne cherchais pas à la piéger. J'avais juste besoin de la vérité. Froide, solide, irréfutable. Parce que quand la femme que vous aimez vous ment en face, nuit après nuit, vous arrêtez de chercher du réconfort. Vous commencez à chercher des preuves. Tout devait être fluide. Je ne poursuivais plus des ombres. Je montais un dossier. Pourquoi, exactement? Je ne savais pas encore. Mais j'allais découvrir qui était vraiment ma femme, ce qu'elle était devenue pendant que je m'échinais à construire une vie pour nous deux. Parce que je ne pouvais plus vivre dans le noir. Plus un seul jour. Le jeudi soir est arrivé plus vite que prévu. Je lui ai dit que je serais encore debout tard à monter des vidéos. Elle a hoché la tête comme d'habitude, à moitié distraite en appliquant son mascara. Son reflet dans le miroir de la salle de bain était impeccable, comme toujours au rouge à lèvres rouges, robe noire, cheveux bouclés. Le genre de look qu'on ne met pas pour plier des reçus dans un bureau sombre. Elle est partie vers 20h30, ses talons claquant sur le parquet. J'ai attendu une bonne vingtaine de minutes avant de sortir à mon tour. Je suis passé par la porte de derrière, j'ai coupé par le jardin du voisin, et je me suis dirigé directement vers la boîte de nuit. L'endroit était à une trentaine de minutes à pied de chez nous, ce que j'avais toujours trouvé pratique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un bon spot de l'autre côté de la rue, derrière des buissons envahissants près d'un salon de coiffure fermé. De là, j'avais une vue claire sur l'entrée latérale du club. L'endroit était animé aux lumières clignotantes à l'intérieur, musique qui traversait les murs, gens allant et venant comme des abeilles dans une ruche. Je me suis tapi, j'ai rabattu ma capuche, et j'ai attendu. Des heures ont passé. Je vérifiais ma montre sans arrêt, essayant de ne pas trop bouger. L'air nocturne était frais mais supportable. Je restais dans l'ombre. Je me sentais comme un de ces photographes animaliers cachés dans les broussailles, attendant de capturer un oiseau rare dans son habitat naturel. Puis, vers 2h30 du matin, l'ambiance au club a commencé à changer. Les gens sortaient par petits groupes ou souvent par deux, parfois seuls, certains dansant encore sur le trottoir comme si la fête ne s'arrêtait pas juste parce que les portes étaient fermées. Je restais vigilant, observant chaque visage, chaque silhouette. Mes yeux me brûlaient à force de fixer. À 3h32, Sophie est sortie. Elle était avec 3 personnes. 2 gars et une femme. L'un des gars était grand, avec une veste en jean, cheveux courts en brosse. L'autre portait un blouson en cuir et se tenait comme s'il possédait chaque trottoir qu'il foulait. La femme était blonde, petite, portant des talons argentés qui touchaient à peine le sol quand elle bougeait. Il riait. Sophie avait la tête penchée en arrière, les lèvres entr'ouvertes dans ce genre de rire sauvage qui la faisait paraître sans souci. Un rire que je n'avais pas entendu dans notre cuisine depuis des mois. Ils sont restés devant un moment, à discuter. Puis la blonde a fait un câlin rapide à tout le monde et a traversé la rue vers un taxi qui l'attendait. Le gars à la veste en jean a tapé dans la main des 2 autres et a disparu dans une rue adjacente. Il ne restait plus que Sophie et le type au blouson de cuir. Ils ont parlé un moment. 15 minutes, peut-être plus. Je restais accroupi, caméra stable, retenant même mon souffle. Il s'est approché un peu. Elle n'a pas reculé. Puis il a dit quelque chose, et ils ont ri à nouveau. Mais pas de contact. Pas de main tenue. Juste une conversation. Finalement, il a pointé vers l'arrêt de bus, et elle a fait un geste vers la maison. Il s'est penché légèrement trop près à mon goût puis s'est reculé. Pas de câlin. Rien. Ils ont juste hoché la tête et sont partis dans des directions opposées. Sophie a marché dans la rue vers notre quartier. Je l'ai laissé prendre de l'avance, puis j'ai pris un chemin plus long pour rentrer. Je suis passé derrière la station-service, à travers une ruelle, par le portail latéral du jardin. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais sorti. Je ne voulais rien risquer. Pas encore. Étais-je soulagé? Je n'en étais pas sûr. Il n'y avait rien de flagrant. Rien de concret. Juste une nuit tardive,
une conversation amicale, et un au revoir. Mais quelque chose ne collait toujours pas. Ce n'était pas ce qu'elle faisait, c'était sa façon d'être. La manière dont son rire venait si facilement là dehors, mais plus chez nous. La façon dont elle se penchait vers lui, mais ne me regardait presque plus quand nous parlions. Cette nuit-là ne m'a pas apporté de conclusion. Elle m'a donné plus de questions. Mais maintenant, je savais une chose pour sûr, je ne pouvais pas m'arrêter là. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le vendredi est arrivé, et j'étais prêt. J'avais préparé la petite caméra, chargé la batterie à fond, et porté les mêmes vêtements sombres que la veille. Mon cœur ne battait plus la chamade cette fois où j'avais dépassé ce stade. Je me sentais froid, concentré. Comme si j'avais actionné un interrupteur dans ma tête. Je ne voulais plus de suppositions. Je voulais des faits. Sophie s'est préparée comme à son habitude. Elle passait toujours plus de temps le vendredi à se faire belle. Toujours le rouge à lèvres rouges, la robe courte, et la pochette noire. Même parfum. Le genre qui reste dans l'air même après son départ. Je me suis assis sur le canapé, faisant semblant de scroller sur mon téléphone. Elle est passée devant moi comme si tout allait bien, a lancé un rapide « à plus tard » et est sortie. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin. C'est à peu près l'heure où le club fermait. Puis j'ai pris mes affaires et je suis sorti. Cette fois, je n'y suis pas allé à pied. J'ai appelé un taxi et demandé au chauffeur d'attendre au coin de la rue. Le club a fermé vers 4 heures du matin. Environ 15 minutes plus tard, j'ai vu Sophie sortir et marcher dans la rue avec 2 filles que je reconnaissais, ses collègues. Les 3 ont hélé une voiture et y sont montés. J'ai sauté dans mon taxi rapidement. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, perplexe. « Suivez ce taxi », ai-je dit, en lui tendant un billet. Il a souri. « Comme dans les films, hein ?»« Exactement », ai-je répondu. Nous les avons suivis à travers la ville. Pas trop près, pas trop loin. Juste assez pour garder leurs feux arrière en vue. Après une dizaine de minutes de virages et de feux rouges, ils se sont arrêtés dans une longue allée sinueuse derrière une haute grille noire. Il y avait un gardien dans une petite guérite et des caméras de sécurité de chaque côté. Grande maison. Moderne. Allée propre, quelques voitures de sport garées près du garage. Une de ces maisons qui semblait chère avant même d'y entrer. Le taxi m'a déposé un peu plus loin. J'ai remercié le chauffeur et je me suis approché de la grille comme si j'avais ma place là-dedans. Ça n'a duré que 2 secondes. « Désolé, monsieur », a dit le gardien, me toisant de haut en bas. Soirée privée. Entrée sur invitation seulement. J'ai gardé mon calme. « Invitation » a-t-il répété. J'ai secoué la tête. « Non. Je reviendrai plus tard. » Il a hoché la tête, à peine intéressé. Déjà en train de regarder ailleurs. Je me suis éloigné lentement, j'ai tourné dans la rue, et j'ai trouvé un endroit de l'autre côté derrière une rangée de voitures garées. Il y avait un petit arbre près du coin avec assez de feuillage pour me cacher, surtout dans la faible lumière. De là, j'avais une vue dégagée sur la grille d'entrée et sur ceux qui entraient ou sortaient. La musique dans la maison était faible mais constante, des basses profondes qui pulsaient dans le sol comme un battement de cœur. Des voitures allaient et venaient. Certains arrivaient habillés comme pour une remise de prix. Des heures ont passé. Je ne bougeais pas beaucoup. Je restais tapi, bras croisés, surveillant l'entrée comme si c'était mon boulot. J'ai commencé à compter les lampadaires, les fissures sur le trottoir, n'importe quoi pour rester concentré. Ce n'est que juste après 6h30 du matin que la grille s'est enfin rouverte. Des groupes de gens ont commencé à sortir, riant, titubant, s'appuyant les uns sur les autres comme s'ils avaient survécu à une tempête. Certains montaient dans des voitures chères garées devant. Les basses continuaient, moins fortes. Et puis je l'ai vue. Sophie est sortie avec 2 personnes ou une des filles avec qui elle était arrivée et un gars que je ne reconnaissais pas. Elle riait encore. Pas le genre de rire qu'on adresse à un collègue après une longue nuit. C'était un rire plein, ouvert, insouciant. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux brillaient. Son rouge à lèvres s'était estompé. Elle semblait vivante. Ils se sont arrêtés au bord du trottoir un moment avant qu'un taxi arrive. Son ami lui a fait un câlin d'adieu. Le gars lui a donné une petite tape joueuse. Sophie s'est glissée à l'arrière, toujours en riant. J'ai laissé le taxi s'éloigner avant d'en appeler un autre.
Quand je suis rentré, la maison était sombre. La lumière du porche encore allumée. Les oiseaux commençaient à chanter au loin. Je suis entré par le jardin, en faisant attention à ne pas faire de bruit. J'ai enlevé mes chaussures, rangé la caméra, et traversé la cuisine en silence. Sophie était déjà dans la salle de bain. Comme si elle ne venait pas de sortir d'un manoir secret avec des gardiens et assez de voitures de luxe pour remplir un concessionnaire. Elle a levé les yeux, m'a vu dans le miroir. « Oh, salut », a-t-elle dit, brosse à dents en main. « Je ne t'ai pas entendu te lever. T'étais où ?» J'ai marqué une pause, puis haussé les épaules. Juste sorti prendre l'air. Elle a hoché la tête, craché dans le lavabo, et repris son brossage. Pas un ciment. Pas une question de plus. Ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Je suis sorti de la salle de bain et me suis assis au bord du lit, l'esprit en ébullition. Elle a fini de se brosser les dents, éteint la lumière, et est passée devant moi comme si nous étions deux étrangers dans un couloir. C'est à ce moment que j'ai réalisé que quelque chose avait disparu. Pas juste la confiance. Pas juste le lien. Quelque chose de plus profond. Quelque chose que je ne récupérerai peut-être jamais. La semaine qui a suivi, j'avais l'impression de marcher dans l'eau. Tout était ralenti. Tout était engourdi. Je ne pouvais plus regarder Sophie de la même façon, ni entendre sa voix sans sentir ce froid grandir dans mon estomac. Je repensais à son visage le matin après cette fête dans le manoir comme il lui était facile de sourire et discuter comme si de rien n'était. Je faisais semblant. Je mangeais quand j'y pensais. Je répondais aux emails en 2 mots. Je savais que je ne pouvais pas continuer à tourner autour du pot. Il fallait que j'aille au fond des choses. Pas juste observer. Cette fois, je devais voir de mes propres yeux de près. Le vendredi est arrivé, comme toujours. Elle est partie à l'heure habituelle, même talon, même parfum, même mensonge. Comme toujours. Vers 2 heures du matin, j'ai pris mon sac à dos, caché près de la porte. Il contenait ma caméra, des gants, et le spray au poivre, que je n'avais toujours pas utilisé mais que je gardais sur moi. Au cas où. Cette fois, je suis sorti 1 heure plus tôt que d'habitude. J'ai pris un taxi, donné une intersection proche au chauffeur, et marché le reste du chemin jusqu'à la maison. L'endroit semblait encore plus grand, plus vivant. La musique s'échappait des murs, les basses pulsaient comme un cœur. Des rires résonnaient depuis le jardin. Des lumières clignotaient à l'intérieur comme dans un club. Le gardien était toujours à l'entrée. Même carrure, même air ennuyé. Pas moyen de passer par devant. J'ai fait le tour du pâté de maison, lentement. J'ai trouvé une ruelle qui longeait l'arrière de la propriété. Au bout, il y avait une pente, une rangée de buissons épais, et enfin, une autre palissade en bois. Je suis resté discret, j'ai vérifié les environs, et quand j'ai été sûr que personne ne regardait, j'ai enfilé mes gants et j'ai escaladé. Le bois a grincé un peu sous mon poids, mais j'ai bougé vite. Une jambe par-dessus, puis l'autre. J'ai atterri dans un carré de terre de l'autre côté. J'étais dedans. Je me suis accroupi derrière une haie basse et j'ai observé le jardin. Il était plus grand que prévu, une piscine éclairée en bleu, des groupes de gens partout. Certains dansaient. D'autres sirotaient des verres en se prélassant. D'autres encore discutaient en cercle, trop près, riant trop fort. L'air sentait la fumée, le parfum et quelque chose d'artificiel comme un mélange de boissons énergétiques sucrées et d'alcool. Tout le monde était sur son 31. Les femmes en robe moulante, les hommes en chemise impeccable ou veste coûteuse. Personne ne semblait mal à l'aise. Tout le monde avait sa place. Je me suis glissé le long du jardin, restant dans l'ombre. J'ai trouvé une fenêtre entrouverte sur le côté. La musique était plus forte ici, faisant vibrer la vitre. J'ai jeté un œil. Ce que j'ai vu m'a frappé comme une brique. Ce n'était pas juste une soirée. C'était autre chose, quelque chose de brut, bruyant, sauvage. Des gens étaient affalés sur des canapés bas, buvant dans des gobelets rouges et des bouteilles sans étiquette. C'était vraiment une fête pour adultes, je ne vais même pas la décrire. Puis je l'ai vue. Sophie. Elle est entrée dans la pièce depuis le couloir, le bras passé autour d'un homme que je n'avais jamais vu. Plus âgé. La cinquantaine, peut-être. Cheveux gris, bien coiffés. Il souriait. Elle aussi. Il lui a dit quelque chose à l'oreille, et elle a ri, posant sa main sur son torse.
Je me suis figé. Cette image s'est gravée dans mon cerveau comme une marque au fer rouge. J'ai fouillé dans mon sac et sorti la caméra. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». J'ai zoomé sur la pièce. J'ai tout capturé. Les rires. Le bruit. Toute l'énergie de cet endroit était différente de tout ce que j'avais imaginé. C'était comme si je ne la connaissais plus. Après 5 minutes, j'en avais assez vu. Plus qu'assez. Je me suis éloigné de la fenêtre, la petite caméra pressée contre ma poitrine. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Je me suis glissé le long de la palissade, j'ai trouvé un coin sans lumière, et j'ai escaladé à nouveau. J'ai atterri sur le trottoir et j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes cessent de trembler. J'ai appelé un taxi et je suis rentré en silence. Quand je suis arrivé, la maison était comme je l'avais laissée. Silencieuse. Propre. Mes chaussures près de la porte. Son mug à café dans l'évier. J'ai posé la caméra sur la table et me suis assis sur le canapé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé l'écran noir de la télé pendant que le bruit de cette fête résonnait encore dans ma tête. Ce qui existait entre nous, ce n'était plus réel. Je n'avais pas besoin de poser de questions. J'avais ma réponse. Le lendemain, j'ai fait du café comme d'habitude. Elle est entrée en portant un de mes t-shirts, comme si c'était un geste mignon, m'a fait un sourire paresseux et a pris son téléphone. Elle n'a pas remarqué ma façon de la regarder. Ou peut-être qu'elle l'a vu, mais s'en fichait. J'ai attendu encore un jour. Puis le vendredi est revenu, et elle est partie pour un autre service. Dès que la porte s'est refermée, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai changé les serrures. Toutes. Avant, arrière, même le vieux loquet du garage qui fonctionnait à peine. J'ai pris sa clé de rechange sur le crochet et je l'ai jetée à la poubelle. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai accédé à notre compte commun. J'ai tout transféré sur mon compte personnel. Jusqu'au dernier centime. Il n'y avait pas grand-chose, quelques milliers pour les courses et les factures, mais c'était assez. Assez pour faire passer un message. J'ai préparé un petit sac, pris mon ordinateur, et je suis parti. Sans me retourner. J'ai conduit jusqu'à chez mon pote Julien, éteint mon téléphone. C'était l'un des rares sur qui je pouvais compter. On était amis depuis le lycée, au même canapé taché de bière, même mauvaise décision, même longue discussion sur des haillons. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé chez lui tard ce soir-là. Il m'a juste tendu une bière et m'a donné le canapé. On est resté dehors un moment, sans parler beaucoup. Je lui ai finalement raconté toute l'histoire, morceau par morceau. Les mensonges, le club, le manoir, le type en blazer. Julien n'a pas interrompu. Il a juste écouté, secouant la tête. C'est tordu, a-t-il dit quand j'ai fini. Je suis resté chez lui cette nuit-là. Je ne voulais pas savoir ce qui se passait dehors quand elle est rentrée, je ne voulais rien voir. Ses réactions, ses actions, rien. Et je ne l'ai pas vu. Mais je pouvais bien imaginer l'hystérie et l'incompréhension face à ce qui arrivait. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, douché, et conduit jusqu'à la mairie. J'ai demandé le divorce. Je l'ai fait vite, en silence, efficacement. Pas de drame prolongé. Juste des papiers et des signatures. J'avais tout ce qu'il fallait, le journal, les images, les reçus. J'ai déposé les formulaires et je suis sorti, me sentant à la fois plus lourd et plus léger. Comme si j'avais lâché un sac de briques tout en sentant mes bras trembler encore du poids. Je ne suis pas rentré chez moi. À la place, j'ai pris une chambre dans un hôtel en périphérie. Rien de chic. Assez propre. 4 nuits, payées en liquide. Le téléphone est resté éteint tout le temps. J'ai fermé les rideaux et n'ai pas allumé la télé. Je suis resté avec mes pensées et ce fichier vidéo qui repassait en boucle dans ma tête. Le 4e jour, j'ai récupéré les papiers de divorce et les ai envoyés par coursier à son travail, en soirée. Avec une clé USB contenant la vidéo et un mot disant « À bientôt au tribunal ». Puis j'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé presque instantanément. Appels manqués. Des dizaines. Surtout d'elle. Quelques-uns de numéros inconnus, probablement ses amis. Quelques messages vocaux, que je n'ai pas écoutés. J'ai fixé l'écran qui vibrait, son nom apparaissant encore et encore. Un appel, 2, 3, 4.
Au 5e, j'ai décroché. Je ne l'ai même pas laissé parler. Attends le procès, ordure, ai-je dit, et j'ai raccroché. C'était tout. Pas de cris. Pas de dispute interminable. Juste 5 mots et une ligne coupée. J'ai éteint le téléphone à nouveau et je suis retourné m'asseoir sur le lit. Le lendemain, je suis sorti de l'hôtel, rentré chez moi, et j'ai commencé à emballer. Pas mes affaires, les siennes. J'ai pris tous ses vêtements, toutes ses paires de talons, chaque flacon de parfum, chargeur, trousse de maquillage, et boîte de bric-à-brac qu'elle laissait traîner dans la maison. Peu importe où ça allait. Je voulais juste que ça disparaisse. J'ai tout mis dans 3 grands bacs en plastique, les ai sortis sur le porche, et les ai posés contre le mur sous l'auvent. Puis j'ai rallumé mon téléphone et lui ai envoyé un message, « Tes affaires sont sous le porche ». Je suis sorti quelques heures, me suis assis dans un bistrot, j'ai mangé un sandwich que j'ai à peine goûté. Quand je suis rentré, les bacs avaient disparu. Le porche était vide. Je ne sais pas si elle est venue elle-même ou si elle a envoyé quelqu'un. Peu importe. La maison était silencieuse cette nuit-là. Son mug était encore dans l'évier. Celui avec le bord ébréché qu'elle refusait toujours de jeter. Je l'ai pris et mis dehors avec les ordures. Je n'étais plus en colère. 3 semaines après avoir emballé ses affaires et envoyé ce dernier message, nous nous tenions dans une salle d'audience silencieuse. La pièce était froide, tout en linoléum et air sec, avec cette odeur de papier, de poussière et de fin de quelque chose. Nous n'avons pas parlé. Elle est arrivée dans un blazer que je n'avais jamais vu, cheveux attachés, maquillage discret. Pas comme elle s'habillait pour ses soirées. Pas comme elle s'habillait pour moi non plus. Juste sobre. Présentable. Distante. Nous nous sommes assis face à face à une longue table en chêne, des documents étalés devant nous. Elle n'a rien contesté. Ni les comptes, ni la maison, ni même la vidéo que j'avais envoyée. Son avocat semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est abstenu. Le mien a tout géré. Je hochais la tête quand il le fallait. Je gardais les mains croisées sur mes genoux. Toute l'affaire a pris moins de 45 minutes. Nous avons signé les papiers. J'ai regardé sa main glisser sur la page nette, soignée, comme si elle signait une carte d'anniversaire, pas la fin d'un mariage. Elle n'a pas pleuré. N'a pas tressailli. Elle ne m'a même pas regardé quand c'était fini. Elle s'est levée, a pris son sac, et est sortie. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Pendant un temps. Je me suis concentré sur le travail après ça. J'ai tout mis dans mes projets, je suis resté occupé jusqu'à ce que l'occupation devienne rentable. J'ai pris plus de clients, de meilleurs contrats. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Finalement, j'ai décroché un gros partenariat avec une boîte à l'ouest, assez pour me donner de l'air pour la première fois depuis des années. J'ai rénové la maison. J'ai enfin réparé la lame de parquet qui grinçait dans le couloir. J'ai repeint le salon. J'ai acheté un nouveau matelas. J'ai viré tout ce qui me rappelait elle. Puis j'ai acheté une voiture élégante, noire, assez bruyante pour faire une déclaration, assez silencieuse à l'intérieur pour qu'on s'y sente en paix. Chaque fois que je m'asseyais dedans, j'avais l'impression d'avancer. Comme si j'avais enfin fermé la porte sur tout ce qui essayait de me tirer en arrière. Presque un an a passé avant que ça arrive. Julien et moi sommes sortis un soir, juste pour le fun. Sans raison particulière. On traversait le centre-ville quand il a proposé d'aller voir un nouveau club rénové, un de ces endroits branchés avec des cocktails hors de prix et des néons partout. On s'est garé, on est entré, et je me suis figé. C'était son club. Ou plutôt, le club où elle travaillait, et où elle travaillait encore. Elle était derrière le bar. Mêmes yeux. Même sourire. Même éclat dans les cheveux sous les lumières. Mais quelque chose en elle était différent. L'étincelle n'y était plus. Elle bougeait comme si elle était fatiguée, comme quelqu'un qui reste trop longtemps à une fête qui n'est plus amusante. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée. Juste une seconde. J'ai vu le sursaut. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste fixé. J'ai commandé un verre, je me suis assis avec Julien, et j'ai fait comme si elle n'était pas là. Mais elle regardait. Ce soir-là, j'ai rencontré une fille, et nous avons commencé à rire fort et à flirter. Tout le temps, je sentais le regard de Sophie dans mon dos, comme une chaleur à travers une vitre. En partant, la fille m'a pris la main, et je ne l'ai pas lâchée.
Nous sommes passés devant le bar, devant Sophie, et sommes sortis dans la nuit. Je ne me suis pas retourné. Mais je savais qu'elle avait tout vu. Le week-end suivant, je suis retourné au club. Cette fois, elle est venue vers moi. Elle est sortie de derrière le bar, lentement, prudemment, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit de parler, mais qui doit le faire quand même. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je n'ai rien dit. « S'il te plaît. » J'ai été stupide. Je le sais maintenant. Je ne réfléchissais pas. J'étais perdu. Elle ne jouait pas la comédie. Sa voix s'est brisée. Elle semblait avoir touché le fond. « Je ne voulais pas te faire de mal », a-t-elle dit, les yeux humides. « Ce qu'on avait me manque. Tu me manques. » Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas interrompu. Quand elle a fini, je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai dit, « T'es encore pire que les filles qui font ça pour de l'argent. » Elle a cligné des yeux, abasourdie. « Je ne sais même pas combien de mecs il y a eu, » ai-je dit. « Combien de nuits j'ai passé seul à penser que tu bossais juste. Combien d'histoires tu m'as racontées en me regardant dans les yeux. » Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. « Je m'en fous maintenant. T'as fait tes choix. Tu voulais la liberté? Tu l'as eue. » Elle s'est mise à pleurer. « Je ne te regarderai plus jamais de la même façon, » ai-je dit. « Va regarder par la fenêtre un de ces jours. Regarde cette voiture. Regarde-moi partir avec quelqu'un qui sait être honnête. C'est ça que t'as perdu. » Je l'ai laissée là. Je n'ai pas attendu qu'elle dise un mot de plus. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Et cette fois, je le pensais. J'ai perdu une femme. Mais j'ai retrouvé mon respect de moi. Et franchement, c'est le meilleur échange que j'ai jamais fait. Partagez votre opinion dans les commentaires, est-il possible de pardonner à une femme infidèle? Et que feriez-vous si vous étiez à la place du mari? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».